Je me présente, je m'appelle Audrey Martel, je suis copropriétaire de la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières. J'ai moi-même tenu un club de lecture des rendez-vous du premier roman cette année à la librairie, donc c'est avec grand plaisir que j'animerai cette discussion ce matin. Les rendez-vous du premier roman sont coordonnés par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, la Fondation Lire pour réussir et le Festival du premier roman de Chambéry via l'association Lecture Plurielle, en partenariat avec le Festival littéraire international Métropolis Bleu. Qu'est-ce que c'est les rendez-vous du premier roman? Eh bien, c'est un réseau de clubs de lecture qui ne lit que des premiers romans, comme le nom l'indique, francophones, et qui débattent en club de lecture et votent pour leur ouvrage favori. Cette année, c'est 24 clubs qui ont été tenus en librairie, en bibliothèque, dans des associations, des universités, des groupes d'amis au Québec et en Ontario et qui ont participé au rendez-vous du premier roman, ce qui donne environ 200 lecteurs. Ces 200 lecteurs avaient 6 mois pour lire 8 premiers romans hors Canada qui ont été choisis par le Festival du premier roman de Chambéry en France et 8 premiers romans québécois sélectionnés par un jury d'ici, constitué de professionnels du livre, des libraires, des chroniqueurs, des bibliothécaires et des écrivains chevronnés. À la fin de la saison de lecture et de débat, les clubistes votent pour leur premier roman favori et les 2 lauréats de cette 10e saison ont été choisis et ce sont Maxime Raymond-Bock pour le roman Morel, publié aux éditions Le Cheval Doux, et Giuliano da Ampoli pour Le Mage du Kremlin aux éditions Gallimard. L'entrevue de ce matin sera enregistrée et sera rediffusée ultérieurement sur le site du Festival littéraire international Métropolis Bleu, ainsi que sur les pages Facebook du Festival, des rendez-vous du premier roman et du Festival du premier roman de Chambéry. Elle durera environ 40 minutes et il y a une période de questions des questions du public qui aura lieu à la fin. Vous pouvez tout au long de la discussion interagir dans le clavardage entre vous. Les participants et moi-même, on n'interagira pas avec vous, vous en doutez, dans le clavardage. Et les questions seront prises en audio à la fin de la discussion. Il faudra à ce moment-là lever la main, mais je vous expliquerai le fonctionnement pour la période de questions. Alors, permettez-moi dès maintenant de vous présenter nos 2 invités, nos 2 lauréats de cette 10e édition. Tout d'abord, Giuliano da Ampoli, qui est avec nous de la France, en direct de la France ce soir pour lui. Giuliano da Ampoli est un essayiste et conseiller politique italien et suisse. Il dirige le think tank Volta à Milan et enseigne à Sciences Po Paris. Son livre Les ingénieurs du chaos, publié aux éditions Lattès en 2019, est consacré au nouveau maître de la propagande politique, a été traduit en 12 langues et publié en 2022. Le Mage du Kremlin est son premier roman, pour lequel il a déjà reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Maxime Raymond-Bock est né à Montréal en 1981. Maxime s'est tourné vers la littérature après un parcours en sport aquatique, on en parlait tout à l'heure avant la discussion, et des études en musique. On peut voir d'ailleurs la batterie derrière lui. Son premier livre, Atavisme, qui a été réédité chez Boréal Compact en 2013, a remporté le prix Adrienne Choquette de la Nouvelle 2012. Chez Le Cheval Doux, il a publié Des lames de pierre en 2015 et Les noyades secondaires en 2017, qui lui a valu d'être finaliste au prix du gouverneur général et au Grand Prix du livre de Montréal en 2018. Les traductions d'Atavisme et Des lames de pierre ont été remarquées par la critique aux États-Unis et au Canada. Maxime nage, toujours, il s'est remis à jouer de la batterie et collabore à l'adaptation au grand écran des Mystères d'Anna Canuel, une des histoires des noyades secondaires. Morel est son premier roman. Il a été finaliste au prix des collégiens et est en lice pour le prix des libraires. Merci à vous deux. Vous aurez d'ailleurs la chance de vous rencontrer en personne lors du Festival du premier roman à Chambéry qui aura lieu du 10 au 14 mai prochain. Mais dès maintenant, commençons une première amorce, une discussion virtuelle. Merci d'être là tous les deux et merci à tous les participants qui se sont joints à nous. Nous sommes 22, très bien, c'est très amusant tout ça.
On l'a dit d'entrée de jeu, vous êtes essayiste, nouvelliste. C'est votre premier roman. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là? Écoutez, évidemment, ça me touche énormément parce que l'expérience d'écriture d'un roman par rapport à celle d'un essai, et j'en avais en effet écrit plusieurs avant de me lancer dans le roman, est une expérience très différente. Pour écrire un essai, au fond, vous ne mobilisez qu'une partie de votre cerveau, qui est la partie plutôt rationnelle. Vous allez réunir des faits, les mettre en ordre, faire une démonstration, et puis ça peut être plus ou moins bon. Et vos lecteurs vont procéder plus ou moins de la même façon. Donc, il y a une partie rationnelle de leur cerveau qui va s'activer pour juger la valeur ou l'intérêt de ce que vous avez essayé de raconter ou d'exposer. Le roman est une expérience complètement différente. Pour en écrire un, vous mettez en jeu toute votre personne et ce sont toutes vos émotions, vos passions, votre expérience personnelle aussi, votre vie qui entre en jeu. Et donc, c'est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, c'est une écriture complètement différente pour quelqu'un qui est habitué à l'essai. Euh, on- Ça m'a pris un moment de m'autoriser des choses que je ne me serais jamais autorisé en tant qu'essayiste. Si vous êtes un essayiste, vous êtes habitué, et si vous le faites sérieusement, disons, à pouvoir prouver tout ce que vous affirmez. Moi, je n'utilise pas beaucoup de notes, même dans mon travail d'écriture de non-fiction, mais je pourrais, c'est-à-dire presque à chaque phrase, je pourrais trouver des sources, alors que le roman, c'est un vertige, non? C'est beau. Et quand on n'y est pas habitué, de prendre cette liberté, c'est quelque chose d'assez enivrant. En même temps, quand ça marche, ça produit de l'autre côté, du côté des lecteurs aussi, une adhésion qui est différente, qui n'est pas simplement une adhésion éventuellement rationnelle. On dit, ah oui, bon, c'est intéressant ce que vous dites, Mm. mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et, Oui. et parfois, vous arrivez à toucher des cordes, des notes beaucoup plus profondes dans la personnalité des lecteurs. Et donc, moi, à travers l'année de parcours de ce livre, c'est ça qui m'a touché et qui est complètement différent par rapport aux expériences que j'avais faites en Mhm. précédence. Merci. Vous, Maxime, vous êtes habitué à ce vertige-là quand même en écrivant des nouvelles. Vous êtes du côté de la fiction. Vous laissez peut-être de côté le rationnel déjà, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, cette écriture-là d'un premier roman et surtout la reconnaissance qu'on lui attribue aujourd'hui? Ah ben la reconnaissance, c'est toujours extraordinaire d'en recevoir. Moi, je me considère comme un écrivain très choyé et privilégié parce que dès le départ, avec dès mon premier livre, j'ai eu une réception formidable dans la presse. Tout de suite, mon livre a eu une résonance dans l'institution littéraire, chez les professionnels de la littérature, disons-le comme ça, Mhm. les professeurs, les libraires, les critiques. Donc, j'ai l'impression d'avoir été un peu comme absorbé par le milieu littéraire dès le départ. Mais là, avec ce prix, dont je suis évidemment réjoui et fort reconnaissant, j'ai l'impression que euh, ça m'a permis de rejoindre un bien plus vaste public et de sortir un peu de cette niche de l'institution littéraire parce Mhm. que c'est un concours et un prix de lecteurs. Ce sont les lecteurs qui choisissent leurs livres Oui. favoris. Et ça vient, je crois aussi, avec le fait qu'il s'agit d'un roman, parce que le roman, c'est la forme la forme préférée des lecteurs. Mm. C'est la forme reine, disons. Et il m'a fallu des années, moi, avant d'y arriver parce que
maintenant qu'on me donne le titre de primo-romancier. Je trouve ça étrange quand il s'agit de mon 5e livre tout de même. Alors, Oui, j'ai été effectivement. nouvelliste quand j'ai commencé et un jour, je serai probablement un primo-essayiste parce que Ah, intéressant. je travaille à essayer de mettre en forme ma thèse de doctorat sous forme OK. d'essai publiable parce qu'une thèse, évidemment, c'est impubliable tel quel. Mais oui, ce vertige dont Giuliano parle, j'y suis habitué. J'ai des petits vertiges avec des textes courts et plus j'ai avancé dans ma pratique d'écriture, les textes ont pris de la densité, ont pris de la longueur. Mes premiers textes, c'est un recueil de nouvelles qui était assez court, mais en avançant, j'ai pratiqué la novella, donc une forme intermédiaire entre la nouvelle et le roman. Et dans mon dernier recueil, Les Noyades secondaires, les textes sont assez longs. C'est un livre de presque 400 Oui. pages, mais avec même un texte qui est plus long que la novella que j'ai publiée toute seule en livre précédemment. Donc, j'étais appelé peu à peu, tout naturellement, à écrire la forme romanesque. Et comme disait Raymond Carver, le grand nouvelliste Nouvelliste. américain, il n'a pu écrire de roman dans sa vie parce qu'il était écrasé par des responsabilités personnelles et familiales. Donc, il s'est concentré sur des formes courtes. Et moi, enfin, quand j'ai pu m'asseoir pour écrire Morel, j'ai pu le faire parce que j'avais des conditions idéales. Ça faisait partie de ma thèse de doctorat. Donc, j'avais du temps alloué à l'écriture exclusivement. Alors, j'ai pu me lancer dans une forme euh, substantielle, considérable et pouvoir y mettre le temps parce que c'est ce que j'ai compris. On n'écrit pas un roman sur un coin de table Mm. après avoir mangé sa toast avant d'aller travailler. Il faut qu'on s'y consacre. C'est une expérience complète, l'écriture C'est du roman. intéressant, Il ça. faut s'y consacrer. C'est intéressant la notion du temps consacré à l'écriture. On y pense pas souvent, surtout nous, quand on est des lecteurs. Le temps passe vite quand on lit. On se rend pas compte du travail. Et je pense que c'est en partie ce qui fait qu'un roman est réussi quand on sent pas le travail qui a été mis, mais que ça coule. Vous avez mentionné, Maxime, ce prix-là qui est une reconnaissance des lecteurs. Vous avez tous les deux déjà reçu des reconnaissances qui étaient davantage émis par des jurys, des lecteurs professionnels. Mais ce qui est intéressant dans les rendez-vous, on l'a dit, hein, c'est 200 lecteurs, plus de 200 lecteurs qui sont de tout acabit, de toute origine, qui sont des jeunes, des vieux, des gens dans les régions, dans les métropoles. Vos livres ont cette particularité-là d'être quand même, Morel sur la ville de Montréal, assez précisément. Giuliano sur la politique, qui peut sembler peut-être aride pour certains lecteurs, et pourtant, vous avez été reconnu par tous ces lecteurs-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est lourd de sens pour vous et vous surprend peut-être même? Giuliano, vous pouvez commencer? Oh, attendez, on ne vous entend pas. Pardon, hein, même C'est bien, après très bien. 2 années de confinement, etc., je n'ai toujours pas appris à remettre le son quand je reprends la parole. C'est sain d'une certaine façon, hein, le fait que nous ne soyons pas tout à fait adaptés C'est bien, à, oui, c'est ça. voilà, la conversation numérique, hein, on reste un tout petit peu inadapté. Alors, écoutez, oui, dans mon cas, c'était sans aucun doute inattendu parce que il est vrai que le projet de ce livre, même quand j'en parlais, parce que c'est un livre qui a été écrit avant la guerre en Ukraine, ou du moins avant la dernière phase qui s'est ouverte l'année dernière de la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que cette idée de spin doctor de Poutine qui raconterait un peu l'évolution du régime politique russe au cours des dernières 20 années pouvait paraître un peu bizarre. Ça a l'air très malin aujourd'hui, mais ça ne l'était pas nécessairement au départ.
Mais je pense en effet que dans mon cas, après, je ne sais pas quelle est l'analyse que fait Maxime du sien, mais dans mon cas, il s'agit d'une actualité évidemment géopolitique Mhm. majeure, qui est celle de la guerre de l'Ukraine, et euh, bon, et qui provoque un intérêt général sur cette question, euh, par rapport à laquelle le roman offre une porte d'entrée différente euh, par rapport à celle qui peut être proposée par un essai, par un reportage, par quelque chose de plus factuel. Et donc, le roman, dans ce cas, ne prend pas la place ni du reportage, ni de C'est vrai. l'enquête du spécialiste, mais peut-être propose une porte d'entrée différente, encore une fois, qui passe par un biais différent, qui est plutôt celui de l'immersion, de l'émotion, de Mm. l'immersion, d'entrer dans la tête de certains personnages. Et, euh, et je crois que c'est peut-être ça qui a intéressé les lecteurs, mais je reste aujourd'hui encore assez abasourdi par Oui. l'intérêt que le livre a généré. Je suis très mauvais, en réalité, je ne suis pas un bon homme de marketing. Donc, vous voyez, même quand la guerre a éclaté le 24 février de l'année dernière. Mon livre n'était pas encore sorti, il devait sortir un mois, c'était prévu, hein, par un calendrier qui était évidemment décidé bien à l'avance. Il devait sortir après un mois et demi, donc à la mi-avril. Et je me suis dit, bon, le livre, c'est dommage, hein, mais c'est foutu. Après, face à une actualité tellement tragique, on ne se préoccupe même pas trop. Quand même, c'est un peu mesquin de s'inquiéter de son propre livre. Mais vous savez, les écrivains peuvent être un peu mesquins aussi parce ils sont concentrés sur eux-mêmes. Hein. Enfin, il y a une dose de narcissisme aussi. Et je me suis dit, bah, pour ce qui concerne le livre, c'est un peu fichu parce que, bah, de toute façon, ça va être une actualité telle, tout le monde va s'en occuper. Il va y avoir tellement de choses que mon petit roman sera perdu là-dedans. Et au fond, non, pas tout à fait. Et ça s'explique, je crois, par cette porte d'entrée différente, Mm. par ce biais un peu spécial que permet le roman. Oui, effectivement. C'est vrai que quand on est pris par les sentiments, c'est davantage immersif comme lecture que peut-être la froideur que certains essais peuvent présager. Merci, Juliano. Maxime, de votre côté, est-ce que ça vous surprend d'avoir été reconnu par des lecteurs d'un peu partout alors que c'est un livre qui est quand même très montréalais? Oui, ça me surprend, ça m'éblouit, ça me réjouit. On, on ne peut pas prévoir la fortune de nos livres. On peut simplement espérer le mieux, mais on les laisse aller, puis ils font leur vie un peu par eux-mêmes. Et en particulier, dans mon cas, parce que je ne fais pratiquement aucune autopromotion, je ne suis pas sur les réseaux pour me donner de la visibilité, ça me donne mal au cœur, ce genre de plateforme. Donc, je laisse la machine rouler un peu par elle-même et je trouve ça absolument formidable que mon livre vive encore une si belle vie après 1 an et demi de publication Oui, parce qu'il est paru à la fin de 2021 et encore aujourd'hui, je suis ici avec vous. Euh, en fait, je suis beaucoup plus occupé côté entrevues et rencontres et activités maintenant que je ne l'étais dans l'année votre qui a suivi parution. la publication du livre. Alors, c'est absolument c'est un autre type de vertige. Hein. Il y a le vertige de l'écriture quand on avance dans le vide et après ça, il y a le vertige de la vie, de l'accompagnement du livre Oui. après sa parution, qui est d'une autre nature et qui peut être parfois un peu
désarçonnant, ce vertige, parce que là, on voudrait bien travailler sur le prochain, mais, Oui, effectivement. mais on est saturé de cet environnement et de ce monde que le livre fait émerger et dont on veut évidemment parler parce qu'on y a travaillé pendant des années et qui, permet d'engager le dialogue avec des lecteurs maintenant d'horizons variés, c'est formidable. Et d'horizons variés, effectivement, maintenant un livre qui parle de la transformation de Montréal au cours du 20e siècle, les grands chantiers de génie civil qui l'ont transformé, les tunnels, le métro, les autoroutes, les grands bâtiments et tout. C'est très précis comme projet et ça parle en particulier de 2 quartiers, alors que des lecteurs et des lectrices de partout au Québec et même de la francophonie y trouvent quelque chose. Moi, je trouve ça absolument formidable d'aller parler du Faubourg Ramlas à Chambéry le mois prochain. Je trouve ça extraordinaire que le récit d'un homme qui était extrêmement local, qui a vécu dans son quartier, qui y a travaillé, qui n'a pas vraiment visité le monde, sinon un peu le Québec pour aller visiter sa famille et sa belle famille. Un homme d'un seul lieu puisse être lu et aimé par des lecteurs du monde entier. Je trouve ça formidable. Parlons-en de ces hommes-là, hein, ces hommes-là qui sont au cœur de vos 2 romans. Jean-Claude Morel, pour Morel, et Vadim Baranov. Toute l'histoire tourne autour, ce sont les joueurs, les pivots narratifs de vos ouvrages. Ils ont en commun d'être des hommes de l'ombre, des hommes peut-être qui ont contribué à leur façon à construire l'histoire. Et j'aimerais vous entendre. Qui sont Baranov et Morel? Giuliano, je vous laisse réactiver votre micro et je vous donne la parole. Je l'ai fait spontanément cette fois. Hein. C'est bien. Donc, écoutez, Baranov est un personnage qui est inspiré d'ailleurs à un vrai conseiller de Poutine, mais qui est très différent des conseillers, des hommes, parce que c'est surtout des hommes qui entourent Poutine, qui sont en général des anciens du KGB ou des hommes d'affaires véreux qui se sont enrichis énormément en fréquentant Poutine. Alors que ce Baranov, comme son modèle dans la réalité, Vladislav Surkov, est quelqu'un qui a fréquenté l'Académie d'art dramatique de Moscou, qui a des posters de rappeurs américains sur les murs de son bureau, qui écrit des romans sous pseudonyme, et qui va mettre son talent de manipulateur très cynique au service de Poutine, un peu comme s'il s'agissait d'en faire une performance artistique ou théâtrale, construire tout un théâtre d'ombre, de lumière, de vérité et de fiction autour de Poutine. C'est un conseiller, vous parliez d'homme de l'ombre, je crois qu'il y a une différence de nature fondamentale entre les conseillers et les leaders. Le vrai conseiller n'est pas quelqu'un qui veut prendre la place du leader, c'est quelqu'un qui veut rester dans l'ombre. Il y a des conseillers qui veulent remplacer les leaders et être dans la lumière, mais ce sont de mauvais conseillers et de mauvais hommes de l'ombre. Alors que le vrai conseiller est quelqu'un qui a envie de rester dans l'ombre, parce que ça lui permet de garder une distance, de se protéger aussi, évidemment, de voir les choses de l'intérieur. Machiavel parlait du conoscere discosto, la connaissance un peu à l'écart, que peut avoir un homme de l'ombre qui voit de l'intérieur ce qui se passe, mais qui reste toujours un peu à l'écart. Et qui peut exercer une grande influence, mais en même temps va garder une distance par rapport à un leader qui, lui, forcément, est investi à 100%, qui prend toute la lumière
mais qui n'a aucune distance face à sa propre action. Il ne peut pas en avoir, parce que s'il en avait, il ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Il faut qu'il soit à 100% dans son action, et alors que ce conseiller reste un peu à l'écart. Et évidemment, je pense que ça fait un peu aussi partie de la malédiction du conseiller, qui a un rôle de grand privilège, parce qu'au fond, il ne s'expose pas, et il ne prend pas pour soi les risques qui sont connexes, ni même, si vous voulez, la fatigue de tout ce qui est la conquête du pouvoir. Donc, moi, je dis dans le livre, à un moment, le conseiller est un paresseux, parce qu'au fond, il, il exerce un pouvoir sans Des l'avoir tâches. véritablement conquis. Mais par contre, s'il est honnête avec soi-même, et même par rapport au métier qu'il exerce, sa distance va le porter à un moment à avoir une vision des choses, et donc à donner des conseils qui seront mal perçus par le leader, parce que qui va être plutôt envoûté dans son action, etc. Et donc, fatalement, sa trajectoire peut finir par diverger, et c'est le cas du personnage, pourtant très cynique et très dur de mon livre, mais qui à un moment euh, va devoir se confronter au fond à la nature du pouvoir de Poutine, qu'il n'a pas voulu voir jusqu'au fond, mais qui pourtant avait un fondement de violence dès le départ, et que son conseiller n'a pas voulu voir, parce qu'il pense que la manipulation est plus efficace que la violence. Et donc il construit, il base son parcours sur cela, mais il est forcé de constater et même d'éprouver dans sa chair à un moment que ce fondement de violence du pouvoir de Poutine est quelque chose qui est indépassable, qui est destiné à revenir et à être de plus en plus présent. Et donc, il va vouloir essayer d'en sortir, et ce ne sera pas si facile que ça. On pourra revenir sur cette notion de violence et de cruauté. Pourquoi avoir choisi de donner un autre nom à Baranov alors qu'il est inspiré d'un personnage réel et que Poutine s'appelle Poutine? Pourquoi ce choix? Parce que j'ai réinventé le personnage. Il y a des personnages dans le livre, non seulement Poutine, mais aussi d'autres oligarques, conseillers de Poutine, etc., qui gardent leur vrai nom. Et quand j'ai gardé le nom, j'ai suivi une règle assez simple. Vous savez, tous les faits politiques, historiques qui sont racontés dans le livre sont réels. Quand j'ai gardé les vrais noms, ça veut dire que leurs actions sont des actions qui sont, voilà, qui appartiennent à l'histoire, qui sont plus ou moins l'histoire, ou qui sont prouvées par des journalistes, disons, mais qui ont des sources. Alors évidemment, pas les mots précis dans les dialogues, même ces personnages-là, c'est moi qui leur mets des mots à la bouche. Mais sinon, les actions, les faits, le contexte sont réels. Alors qu'il y a d'autres personnages dans le roman qui sont fictifs, et qui sont donc qui n'existent pas. Et le personnage principal, Baranov, euh, tout en étant inspiré par ce Surkov, comme j'avais envie de me mettre dans la tête de quelqu'un, et on ne peut pas complètement le faire de façon honnête si on ne fait pas recours à la fiction. J'avais envie aussi de lui inventer une histoire, une vie personnelle, émotionnelle, sentimentale, voilà, que je n'avais pas d'éléments pour aller faire des recherches sur celle de Surkov, et donc j'avais envie de lui inventer un grand-père, un père, toute une généalogie de transmission, et puis une compagne, etc. Et même en ce qui concerne les actions, tous les faits politiques, là aussi, qui sont attribués à Baranov, sont réels, mais dans la réalité, ce n'est pas que Surkov
qui s'en est occupé. Ce sont d'autres conseillers aussi, par exemple les Jeux olympiques de Sochi ou la Fermatol de Saint-Pétersbourg, qui sont dans le livre, qui sont dans la réalité, mais ce sont d'autres conseillers de Poutine qui ont suivi ça. Donc j'ai pu aussi en faire une sorte de super conseiller D'amalgame. et d'amalgame. Et donc voilà, je n'ai pas évidemment pas pu et pas voulu garder le nom d'origine. Une excellente raison. Merci. Maxime, est-ce que Morel, c'est un pseudonyme pour Pierre Raymond? Non, pas du tout. En fait, Morel aurait l'âge de mon grand-père, donc OK. c'est un prototype, un archétype de personne tel on a pu en retrouver des centaines et des milliers à cette époque. C'est l'archétype de l'ouvrier qui... ben, ça me fait rire parce que euh, en début de question, tu as mentionné que le point en commun entre Baranov et Morel, c'est qu'ils sont des hommes de l'ombre. C'est leur seul point en commun, on va s'entendre, parce que Baranov est dans l'ombre de l'homme le plus puissant de la Terre ou un des hommes les plus puissants de la Terre, alors que Morel, lui, est dans l'ombre de toute la planète. C'est Ouais. un ouvrier pauvre, il vient d'un milieu il vient de la misère, de l'indigence, même dans les bidonvilles qu'il y avait en dessous du pont Jacques-Cartier à Montréal à cette époque-là. Donc, oui, c'est inspiré vaguement, généralement de la famille de mon père, mais ce n'est pas un roman biographique, ce sont des personnages fictifs. C'est que euh, en m'appuyant sur l'histoire de la famille de mon père, ma famille paternelle, j'avais un modèle tout à fait crédible et plausible pour construire des personnages qui naissent dans telles conditions, naissent dans ces années-là, ont des enfants à tel moment de l'histoire et évoluent dans leur famille avec l'évolution de la société, avec l'évolution de la ville. Et Jean-Claude Morel, en fait, est un personnage qui n'aura pas profité de la modernisation à laquelle il a contribué. Alors, c'est un ouvrier qui se tue à l'ouvrage, se blesse, s'épuise et souffre des conditions dans lesquelles il est contraint de travailler. On va dire que, bon, il aurait peut-être pu faire le choix d'une autre carrière, mais en même temps, avait-il le choix? Parfois, on est déterminé par des circonstances de vie et par sa naissance et par le milieu dans lequel on vit. Et c'est son grand paradoxe de vie d'être à la fois un acteur du progrès et de la modernisation de sa ville et une victime parce qu'en tant qu'ouvrier, il contribue à la transformation, au grand chantier, la construction des autoroutes, du métro, du stade olympique, des grands chantiers qui ont créé des icônes de la ville de Montréal, qui en font une ville reconnaissable entre toutes dans le monde et qui en a souffert parce que non seulement il a endommagé son propre outil de travail qui était son propre corps, mais aussi venant du Faubourg Ramlas lui-même, du quartier ouvrier, dont il est question principalement dans le livre, il a été lui-même exproprié et détruit et déplacé par le train de la modernisation et du progrès qui a tout rasé. C'est donc un personnage qui est prisonnier de ce paradoxe et qui en souffrira peut-être au bénéfice de ses enfants. Si on peut dire que les gens qui sont nés à cette époque-là, dans les années 20, dans les années 30, sont arrivés à l'âge mûr au moment de la Révolution tranquille et ils en ont été les plus grands acteurs, bien plus que les jeunes qui avaient 15 ou 20 ans au moment de la Révolution tranquille et qui en ont profité, qui sont devenus la génération lyrique, qui ont eu une vie de plaisir et d'excès. Les hommes faits qui avaient 40 ans à la Révolution tranquille ou 30 ans et qui étaient déjà rompus à l'ouvrage n'en ont peut-être pas autant profité que leurs enfants. Et c'est un stigmate qu'il porte dans son propre corps, mais aussi dans sa vie d'ouvrier qui a travaillé dur dans des conditions très difficiles,
pas de santé, sécurité au travail, pas de syndicats encore avant les années 70. Ça a eu des conséquences dramatiques sur sa vie personnelle. Alors Jean-Claude Morel est à la fois ce paradoxe du progrès et des conséquences du progrès, mais dans sa vie personnelle, c'est aussi un homme qui a traîné ses stigmates professionnels dans sa vie intime et qui a fait souffrir sa famille en même temps qu'il souffrait lui-même. Donc, c'est comme si c'est un homme qui a été oublié par l'histoire et qui en a souffert jusque dans son intimité. Et c'était l'un des objectifs d'écriture de ce livre, c'était de donner à voir et à vivre de l'intérieur l'expérience d'hommes qui n'ont pas laissé de mémoire, parce que c'est un type d'homme taiseux, qui ne parle pas à sa famille, qui ne témoigne pas de ses émotions par la parole, seulement par les gestes. C'est un homme qui agit au travail parce qu'il travaille de ses mains, mais aussi à la maison avec ses proches. C'est un homme qui agit, il va manifester son amour en accrochant la corde à linge pour sa femme, en construisant une cabane pour ses enfants dans l'arbre, mais qui va aussi agir pour manifester les pires côtés de sa personne et ses pires émotions, donc être violent, être alcoolique, être brutal, difficile d'approche. Donc, c'était pour moi l'occasion d'essayer de donner à lire, en fait, même de l'apprendre par l'expérience de l'écriture, parce que on peut imaginer Morel comme étant une figure de grand-père que je n'ai pas eu, que je n'ai pas connu. Donc, d'essayer d'entrer dans l'histoire d'un homme qui ne s'est pas raconté pour donner à vivre le spectre entier des émotions et des sensations de personnes qui ne les ont pas partagées. J'avais sorti une citation sur cette cruauté-là qu'a vécu Morel dans son travail. Je vous cite, Maxime. C'est au moment où Morel prend sa retraite. Il décide d'accrocher son marteau et de prendre sa retraite. Ça faisait son chemin en lui depuis tant d'années, nourri de chacune de ses douleurs, patientant dans son épuisement, dans son corps gris continuellement cassé et rafistolé, abandonné morceau par morceau à la ville. C'est très beau. C'est intéressant parce qu'on a ça dans Morel, on a l'impression de connaître tous un Jean-Claude Morel et de les avoir jamais côtoyés dans la littérature. Alors que du côté du Mage du Kremlin, on a peut-être accès d'une autre façon à des gens qu'on voit pas parce qu'on voit davantage les héros, mais ceux qui guident les héros, on les connaît très peu et on n'a pas non plus accès à ces informations-là dans la fiction. C'est très intéressant. Merci, vous deux, pour tout ça. J'ai envie de vous demander, Giuliano, la même question que pose le narrateur à Baranov au tout début du roman. Qu'est-ce que le pouvoir pour vous? On le voit que Morel n'en avait que très peu de pouvoir. Et pourquoi vous avez décidé de consacrer un roman alors même que le personnage affirme qu'aucun livre ne pourrait être à la hauteur du jeu du pouvoir? Oui, le personnage dit ça parce qu'en effet, je pense, mais c'est aussi la raison pour laquelle le pouvoir est un sujet tellement si puissamment romanesque. Vous savez, Abraham Lincoln disait presque n'importe qui peut supporter l'adversité, mais si vous voulez connaître quelqu'un, donnez-lui du pouvoir. Hein. Et je pense que c'est assez vrai. Et je pense que c'est une des raisons qui font que la fiction explore le pouvoir sous des formes différentes depuis toujours, parce que c'est quand même une loupe à travers laquelle on voit tous les caractères et les traits des individus en sorte grossis, magnifiés d'une certaine façon, leurs défauts très souvent, mais quelquefois même
même leur qualité. Moi, je ne démonise certainement pas le pouvoir. J'en ai une vision que j'ai probablement un peu transférée au livre, qui est au fond d'une grande méfiance par rapport au pouvoir. Je crois que c'est quelque chose qui est une machine assez impitoyable, qui broie les êtres, mais en même temps qui est nécessaire parce que pour moi, la politique, par exemple, au fond, si on va à l'origine des choses, c'est l'activité euh, qui nous sert à empêcher que les hommes et les femmes, mais c'est plutôt les hommes qui le font, s'entretuent. Le rôle de la politique, au fond, c'est à travers un type de discussion et de construction sociale de, de, de régler les différends, les conflits, et, sans le recours à la violence. Mais vu qu'il s'agit au fond de ça, c'est aussi un lieu qui concentre énormément de violence qui reste chez nous dans des démocraties qui fonctionnent au niveau en général symbolique, mais ça peut par contre produire et dégénérer dans la vraie violence à tout moment, très facilement. Mm. Et c'est un peu ce triangle, je crois, entre le pouvoir, la violence et la culture qui m'intéressait. Après, je ne veux pas Ouais. trop intellectualiser la lecture du livre parce que je pense toujours que la discussion sur le livre est toujours beaucoup plus ennuyeuse que la lecture du livre lui-même, en principe. Parce Ah, que, je suis pas certaine quand même. après, voilà, non, mais vous conduisez, je ne parle pas du tout des questions, Non, non, mais sans- c'est pratiquement inévitable. Vous conduisez ce débat magnifiquement et nous discutons, en effet, nous analysons et nous essayons de faire la dissection de certains éléments de nos livres. Mais après, dans le livre lui-même, il n'y a rien de tout cela, non? Il y a la ouais, c'est tentative vrai. simplement voilà, de mettre en scène un récit, de montrer, de faire entrer le lecteur là-dedans. Mais si je devais, encore une fois, analyser la chose, oui, je crois que dans mon roman et dans le jeu entre les personnages, il y a un peu ce triangle entre la culture, la transmission, la culture dont le Mm. personnage il est imbu de culture européenne, il a la transmission de son grand-père, de son père, qui lui transmettent quelque chose, mais qui sont des personnages aussi qui ont été broyés par le pouvoir sous des formes Mhm. différentes, et en même temps libérés le moment où ils l'ont perdu. Hein. Et donc ils perdent tout, mais en même temps ils récupèrent, au fond, ils vivent quand ils perdent le pouvoir. Et Baranov lui-même, même s'il essaye de suivre un parcours différent, finit par reproduire un peu le parcours de son père apparatchik soviétique, qui avait construit, participé à la construction d'un système totalitaire. Baranov, qui veut se démarquer de son père, en vérité fait la même chose avec des instruments plus modernes et plus amusants, mais il participe à la construction d'un système totalitaire et il va en être, au fond, en être libéré au moment où il est viré et récupérer une marge d'humanité et de liberté. C'est intéressant parce que tout à l'heure, Maxime, vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de points en commun entre Baranov et Morel, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être plus qu'on le pense dans cette notion-là de la transmission, entre autres, et tout ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question parce qu'on a déjà épuisé le temps que nous avions. Vos deux romans se terminent sur cette touche-là, en fait, de la transmission, sur cette lumière qu'amène l'héritage d'une certaine façon. Avec Morel, c'est avec sa petite fille ou arrière-petite fille, je suis plus certaine, et avec Baranov, c'est sa propre fille. Alors, rapidement, là, une minute, comment vous avez venu cette idée? Comment, premièrement, on termine un roman d'envergure comme ceux-là et pourquoi décider de le terminer sur une touche lumineuse qui est celle du passage des générations et de la transmission? Maxime.
Ah, ben, je ne sais pas si c'est lumineux parce que oui, Morel Un peu, quand même. raconte sa vie à sa petite fille. Il y a là un contact qu'il n'avait jamais eu auparavant parce que c'est une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée. La fille d'un fils déchu, d'un fils rejeté. Euh, il y a certainement quelque chose de fondamental et d'important dans le fait de raconter. Euh, mais quand on hérite d'une histoire, on n'est pas nécessairement des héritiers heureux parce que l'histoire peut être lourde, peut être Mm. violente, peut être difficile, mais l'important, c'est la transmission pour Catherine, la petite fille, c'est de savoir d'où elle vient parce que c'est un récit qui a bloqué. Là. Son père, lui, ne lui a pas raconté l'histoire familiale. Mais c'est aussi, bon, c'est à la fois c'est, ce désir profond de connaître ses origines qui font qu'elle va contacter son grand-père pour qu'il lui raconte sa vie. Et c'est un peu cette espèce de, de dispositif formel du roman qui se construit autour du fait de raconter. Et donc, le désordre du roman est inspiré du désordre même de la mémoire, qui n'est pas linéaire. Euh, et c'est, comment je pourrais dire, c'est un peu une mise en forme à travers la fiction d'un processus que j'aurais pu moi-même traverser à la recherche de mes origines, des origines de la famille de mon père, Mhm. que je n'ai pas connu sinon par ma grand-mère et mes tantes et mon père. Donc, il y a une espèce de vide historique euh, canalisé à travers l'histoire d'un individu et d'une seule famille que j'ai voulu remplir à la recherche duquel je suis allé en fouillant dans les archives, en essayant d'entendre toutes les anecdotes que mon père pouvait me raconter à propos de son enfance. Euh, donc, j'ai l'impression que ce livre est un peu une mise en forme de mes propres interrogations en tant qu'individu, mais une fois que le livre existe, ça m'échappe et ça Oui. devient un objet culturel qui, comme tu l'as dit, résonne chez bien des gens parce que Oui. euh, oui, tu dis, ah, on a l'impression d'avoir connu un Jean-Claude Morel. C'est une des choses qui, pour revenir, pour répondre à nouveau à la première question, c'est une des choses qui m'impressionne le plus, c'est d'avoir des gens de tous les horizons et pas seulement que des Montréalais, des gens de toutes les régions du Québec qui me disent, ça me rappelle un grand-père, ça me rappelle Oui. un oncle. Et j'ai l'impression d'avoir touché à un petit morceau de la vérité de la vie ouvrière avec ce personnage qui résonne chez le plus grand nombre. Et bon, comme je fais toujours, je dérive puis je réponds à d'autres questions que celles qu'on m'a C'est posées, mais très bien. Merci, Maxime. En une minute, Juliana, parce qu'on va devoir laisser la parole aux participants qui voudront poser des questions. Parlez-nous de cette fin-là qui parle de transmission d'héritage, d'espoir que représente la postérité d'une certaine façon. Écoutez, alors la transmission, en effet, a un rôle très important dans mon livre aussi, et ça part surtout par le grand-père et le père du personnage principal. Ce n'est pas effectivement toujours une transmission heureuse, c'est là aussi plutôt une transmission malheureuse d'une certaine façon. Euh, je me souviens du titre d'un joli livre qui s'appelait The Inheritance of Loss d'une écrivaine, je crois, anglaise d'origine indienne, il y a Kiran Desai, ou simplement indienne, du coup, qui écrivait en anglais, magnifique livre. Et c'est donc cet héritage de la perte ou de la douleur. Mais du coup, j'assume par contre le côté lumineux, effectivement, de la fin du livre, euh, qui naît un peu de l'idée et qui est donc cette apparition d'une petite fille. Il y a un côté un peu kitsch, même si vous voulez, mais parfaitement sincère, disons, de cette apparition, parce que qui naît un peu de l'idée que vous savez, la matière de mon livre est une matière très noire. Donc, tout le parcours de ce personnage qui évolue dans un monde d'une très grande dureté et d'une très grande noirceur. Mais je crois, malgré tout, qu'il y a une forme de pureté et de beauté des sentiments aussi qui peut naître de la noirceur et de la corruption, qui peut naître du fait de les avoir traversés. Il y a une forme de pureté qui existe sur le sommet des montagnes, quelque chose de très pur qui n'a jamais été touché.
C'est très bien, mais c'est vulnérable parce que ça peut être corrompu à un moment par quelque chose qui va venir l'entacher. Alors que un sentiment qui sortirait, et c'est le cas aussi un peu de l'histoire d'amour de mon livre, un sentiment qui naîtrait et qui survivrait au fait d'avoir traversé la corruption, la noirceur, toutes sortes de tentations et d'épreuves, je crois que c'est quelque chose de beau qui peut exister, qui peut exister dans nos vies aussi. Et comme j'ai en effet dédié mon livre à ma fille, Alma, qui a 12 ans, j'avais envie, c'est vrai, de ne pas lui laisser qu'une fresque Sombre. voilà, terriblement sombre de la réalité, mais d'essayer de produire aussi un peu de lumière et de beauté. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, c'est le moment des questions du public. La parole est à vous. Vous devez lever la main dans le menu du bas de votre écran. Si vous avez une question, il y a une petite main. Vous cliquez sur cette main-là. N'ayez crainte, votre visage n'apparaîtra pas en gros. Alors, si vous êtes en pyjama en ce moment, nous n'attendrons que votre voix. Allez-y. Ah, alors, on a France Vallée qui voulait prendre la parole. Vous pouvez activer votre son. En fait, vous cliquez la discussion. Oui. Allez-y. J'aurais une question pour Maxime. C'est à propos des charmants mots qu'il a semés au travers de son texte, des mots un petit peu plus compliqués, un petit peu vieillots ou différents. Je n'ai pas mes notes vers moi parce que je faisais partie d'un club de premier roman, mais c'est ça, ces mots-là parfois me désorientaient lors de la lecture. Fait que j'aimerais ça qu'il nous parle de ces choix de mots particuliers. La langue vernaculaire, entre autres, hein, c'est ça, je pense. Oui, ben, Morel, c'est un roman sur la lutte des classes. Hein. Ça ne s'est pas incarné dans mettons, un engagement syndical où là, il y aurait eu une confrontation manichéenne entre les ouvriers et le pouvoir, mais ça demeure un roman de lutte des classes où on voit en fait l'ouvrier lutter pour sa survie au quotidien, là, dans son quotidien intime, mais aussi au travail. Et dans l'écriture, j'ai voulu qu'on sente cette lutte des classes à même la langue. Alors, j'ai voulu jouer sur tous les registres possibles. Et la langue française au Québec est elle-même porteuse de toutes ces variations dans la hiérarchie de la langue. On a accès au 6e, 7e, 8e synonyme du dictionnaire de l'Académie. C'est notre langue, ça nous appartient. Comme on a accès chez nous à notre langue qui s'est construite sur le continent selon notre réalité, avec les idiotismes, la québécisation de mots anglais qui nous a donné les bines et les bécosses et tous les autres termes qu'on s'est appropriés. Et pour moi, c'était d'une importance fondamentale que cette variété de la langue, qui est la nôtre, se retrouve dans le roman, à même la narration, qui parfois est d'un niveau très élevé dans la description des chantiers ou des outils utilisés, mais une narration qui est très sensible à ce qu'elle raconte et qui donc peut opérer des décrochages linguistiques selon la focalisation. Donc, un discours indirect libre apparaît parce qu'on est focalisé sur un personnage et là, la narration adopte la voix, la parlure du personnage qui est en pleine action. Et du côté des dialogues, là, c'était évident qu'il fallait que ça sonne parfaitement juste, quitte à réinventer l'orthographe des mots pour qu'on l'entende en le lisant, mais aussi en le prononçant. Donc, on ne parle pas, à moins d'être en entrevue, avec des négations. On ne parle pas au participe présent, à l'imparfait du subjonctif. Pour moi, il fallait que les dialogues soient parfaitement audibles sans aucune interférence, d'où l'écriture du mot « avec » sans lever, parce qu'on dit « avec, viens avec moi ». Comment est-ce qu'on écrit ça? On n'écrira pas « viens avec moi ».
on va dire rien que moi. Et il faut que ces personnages-là parlent ainsi, alors j'ai voulu l'écrire comme tel. Alors, le jeu de la langue, les infinies possibilités de la langue, c'est notre matériau, les écrivains. Il faut s'en servir, il faut le travailler. D'où le spectre entier des niveaux de langue, d'un langage précis, de mots très choisis, comme, oui, du vernaculaire, comme d'expressions asyntaxiques, agrammaticales, qui font tout simplement partie de la forme. France nous dit qu'elle a beaucoup apprécié ces mots, même si ils les ont déstabilisés. On a une autre question dans le clavardage de la part de Marie-Claude Taillon et qui pose une question que j'avais dans mes notes, mais tout a été tellement vite que je n'ai pas pu la poser. Alors, j'y vais. Marie-Claude demande, et j'avais une citation d'ailleurs à ce propos-là, vous dites, Giuliano, hein, qu'en Russie, quand les choses vont mal, elles vont vraiment très mal, quelque chose à peu près comme ça. Et on se demande, Marie-Claude et moi, si vous aviez peur des représailles, considérant que quand ça va mal en Russie. C'est-à-dire si j'ai été inquiété moi-même d'une façon ou de l'autre. Voilà. Non, vous savez, je pense franchement que, en particulier, le régime russe a d'autres questions de lesquelles il doit s'occuper en priorité. Je ne pense pas franchement que mon roman soit une priorité pour qui que ce soit. Et en plus, je ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui peuvent être en danger. Il n'y a pas véritablement de précédent d'intellectuels ou de romanciers, encore moins occidentaux, qui, même d'ailleurs beaucoup plus radicaux et beaucoup plus, disons, beaucoup plus vocaux que moi dans leurs démonstrations, qui auraient été inquiétés ou menacés par le pouvoir soviétique. Alors, pardon, soviétique, disons, russe et de Poutine. Alors, c'est un peu différent au niveau plus individuel. Il m'est arrivé d'être un tout petit peu, je n'arriverai pas à dire je n'arriverai pas jusqu'à dire que j'étais agressé, mais il m'est arrivé au moins à 2 reprises à l'occasion de signatures. D'ailleurs, une fois à Montréal, c'est drôle parce que ça s'est produit une fois à Montréal et l'autre à Berne, donc dans des endroits quand même qui sont réputés pour être plutôt Pacifiste. paisibles. Oui. Et là, oui, et dans les 2 cas, c'était des femmes d'un certain âge, d'origine russe, qui m'ont entrepris très violemment, qui étaient, j'imagine, enfin, visiblement très poutiniennes et qui ont commencé un peu à me hurler dessus en disant que je ne pouvais pas me permettre de représenter Poutine d'une certaine façon et tout ça. Et c'est arrivé 2 fois. Mais bon, franchement, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai reçu des accusations de sens contraire aussi, des gens qui ont dit au contraire que j'étais trop bien rentré dans la tête d'un poutinien et que j'étais complaisant par rapport à Poutine, ce qui est une autre accusation absurde parce que si je suis trop bien rentré dans la tête de ce personnage, ça veut dire que j'ai fait mon métier, je crois, qui n'est pas de rentrer dans la tête d'un personnage gentil, mais simplement, sinon on ne rentrait que dans la tête de personnages gentils pour écrire les romans. Je crois que la littérature mondiale serait assez considérablement appauvrie. Des lecteurs mécontents, vous en ferez, vous ferez face à eux certainement tout au long de votre carrière, mais cela dit, c'est des lecteurs très contents qui vous ont élu lauréat des rendez-vous du premier roman cette année. Merci beaucoup, beaucoup pour votre générosité dans les questions. On en a repris pendant encore 1 heure, je vous l'avoue. On espère que cette reconnaissance-là vous donnera envie de vous commettre à nouveau dans un second roman. On l'attendra avec grand plaisir. Je vous remercie, Maxime Raymond-Bock et Giuliano D'Ampoli, bien sûr.
Je remercie tous les participants qui étaient avec nous ce matin. Et je remercie également le Festival Métropolis Bleu, le Festival du premier roman de Chambéry, l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec et le Conseil des arts et lettres du Québec qui ont permis cette rencontre aujourd'hui. Merci, vous deux. Bonne carrière, bonne suite et on vous suit avec grand intérêt. Merci à vous.